Aujourd'hui, lorsque vous regardez le taux de criminalité dans la plupart des pays, il est faible dans certains pays arabes où on applique les lois du Coran, notamment la charia, qui inscrit dans ses livres qu'il faille la réciprocité. Vous volez, on vous coupe la main. Vous commettez l'adultère, on vous lapide. Vous tuez, on vous tue. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous sommes tous contents de partir à Dubaï sans être volés. Nous partons en Arabie Saoudite sans être volés. Nous allons au Qatar mêmement, parce qu'il y a cet esprit de dissuasion. Observez les États aux États-Unis d'Amérique. Sur les États qui appliquent encore jusqu'à aujourd'hui la peine de mort et ceux qui ne l'appliquent pas, vous voyez le taux de criminalité. Vous allez vous rendre compte que dans les pays qui appliquent la peine de mort jusqu'à aujourd'hui aux États-Unis, le taux de criminalité est très faible, contrairement aux autres États qui ont aboli la peine de mort. Mais là, l'Union européenne n'est pas d'accord parce qu'elle dit que l'exécution de la peine de mort n'a pas d'effet dissuasif. Ça, c'est une façon de voir les choses. Revenons dans le cas de notre pays principalement. Oui. Lorsque Mouzé Laurent-Désiré Kabila a établi l'articulation de la peine de mort, avec à l'époque le colonel Alamba qui était patron de la cour militaire. On a connu ici entre 1998 et 2000 et l'année 2000 une recrudescence des cas d'attaque à main armée. Tous ceux qui étaient arrêtés dans ces cas-là étaient condamnés à mort et fusillés ici, à ce qu'on appelait à l'époque Circo, actuellement Ipekine. Et le taux de criminalité par main armée a baissé. Il y a des statistiques qui le prouvent. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur votre chaîne du bon temps de télé, garantie ici. On reviendra tout à l'heure sur ce qui convient d'être qualifié de véritable levée de bouclier. Depuis la décision de Kinshasa suspendant le moratoire sur l'exécution de la peine de mort, les avis vont dans tous les sens. Et la très intransigeante Union européenne qui a clairement exprimé son opposition à ce projet et qui promet d'ailleurs de continuer à se battre pour que le Congo, tout comme d'autres pays, arrive à l'abolition totale de la peine de mort. Il y a aussi des inquiétudes du côté de l'Église catholique. Le cardinal, dans une interview à KTO, craignait plutôt que la classe politique en profite pour se régler des comptes. Et au pouvoir, on estime que ceux qui sont contre cette décision sont complices. C'est ce que pense d'ailleurs Jean-Thierry Monsénépo qui a signé une tribune. Il nous a fait l'honneur d'être sur le plateau. Bienvenue.
Merci Jean-Pierre. On est content que vous soyez là. Moi également. Il y a beaucoup de choses, mais je voudrais que l'on commence d'abord par cette décision que d'aucuns qualifient d'inopportune. Jean-Thierry, vous estimez que c'est ce qu'il nous faut en ce moment pour mettre fin au banditisme urbain, pour mettre fin à la traîtrise qui gangrène notre appareil sécuritaire? Monsieur Jean-Pierre, je voudrais vraiment vous solliciter de vous quelques minutes pour que je puisse expliquer ce que je pense de ces débats, parce que normalement, il n'y aurait pas eu débat. Parce que notre histoire, depuis 1997, en ce qui concerne la déstabilisation de notre pays, justifie cette décision de lever du moratoire sur la peine de mort. D'abord, je voudrais commencer par la logique même. Lorsque nous parlons de la peine de mort, c'est-à-dire ôter la vie à quelqu'un par une décision délibérée, qui peut être de justice, de l'armée, des services de renseignement et même de certains assassins. Mais c'est plus lié à des décisions étatiques. Mais lorsque déjà j'entends les gens dire que l'abolition de la peine de mort doit être établie, mais chaque jour nous pratiquons la peine de mort. Lorsque nous décidons de payer notre impôt et nous demandons au gouvernement d'acheter des armes, des Kalachnikov, des RPG, des drones, des Sukhoi, des Mi.5, ces cartouches, ces bombes et ces balles ne vont pas pour tuer des oiseaux, c'est pour tuer des humains, qu'on appelle ennemis. Donc nous condamnons déjà ces ennemis-là à mort. Oui, mais ce n'est pas dans le même contexte. Jean-Pierre, laissez-moi évoluer. Oui. Deuxièmement, lorsque j'entends souvent le cardinal, des fois dans ses homélies, dont dernièrement à Lubumbashi, il a demandé à ce que l'État puisse donner plus de moyens à l'armée, que nos jeunes puissent aller plus dans l'armée. Mais lorsque nous acceptons que ces jeunes aillent dans l'armée, ce n'est pas pour aller planter du maïs, c'est pour aller mourir en tant que soldat sur le front. Il y a une étude qui a déclaré que la vie d'un soldat ne se limite qu'à 17% lorsqu'il est encore en service sous le drapeau. Donc ça signifie que nous envoyons ces jeunes gens à la mort. Est-ce qu'on ne fait pas d'amalgame là, Jean-Thierry? S'il vous plaît, monsieur Jean-Pierre, laissez-moi évoluer. Donc d'une manière ou d'une autre, nous faisons de la peine de mort contre nos ennemis, sur nos fils et nos filles qui servent sous le drapeau. Le pays, ou parmi les pays qui ont refusé d'appliquer ça, il y a la Suisse notamment, et il y a la Cité du Vatican. Maintenant, venons-en à ce que c'est que la question de la peine de mort. Parce que la tendance aujourd'hui est plutôt à l'abolition. Il y a d'abord plusieurs États vont dans ce sens. Il y a un élément important, Jean-Pierre, c'est la dissuasion que la peine de mort apporte. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le taux de criminalité dans la plupart des pays, il est faible dans certains pays arabes où on applique les lois du Coran, notamment la charia, qui inscrit dans ses livres qu'il faille la réciprocité. Vous volez, on vous coupe la main. Vous commettez l'adultère, on vous lapide. Vous tuez, on vous tue. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous sommes tous contents de partir à Dubaï sans être volés. Nous partons en Arabie Saoudite sans être volés. Nous allons au Qatar mêmement, parce qu'il y a cet esprit de dissuasion. Observez les États aux États-Unis d'Amérique. Sur les États qui appliquent encore jusqu'à aujourd'hui la peine de mort et ceux qui ne l'appliquent pas, voyez le taux de criminalité. Vous allez vous rendre compte que dans les pays qui appliquent la peine de mort jusqu'à aujourd'hui aux États-Unis, le taux de criminalité est très faible, contrairement aux autres États qui ont aboli la peine de mort. Mais là, l'Union européenne n'est pas d'accord parce qu'elle dit que l'exécution de la peine de mort n'a pas d'effet dissuasif. Ça, c'est une façon de voir les choses. Revenons dans le cas de notre pays principalement. Oui. Lorsque Mouzé Laurent-Désiré Kabila a établi l'articulation de la peine de mort, avec à l'époque le colonel Alamba qui était patron de la cour militaire. On a connu ici entre 1998 et 2000 et l'année 2000 une recrudescence des cas d'attaque à main armée. Tous ceux qui étaient arrêtés dans ces cas-là étaient condamnés à mort et fusillés ici à ce qu'on appelait à l'époque Circo, actuellement Ipekine. Et le taux de criminalité par main armée a baissé. Il y a des statistiques qui le prouvent. Donc cette réciprocité-là,
permet la réduction de cette question de ôter la vie aux autres. Lorsque le gouvernement prend une telle décision, ce n'est pas par plaisir. Parce qu'au même moment, ce même gouvernement envoie ses enfants, qu'on appelle soldats, à la mort. Une décision qui est pourtant contraire à la loi fondamentale. S'il vous plaît, M. Jean-Pierre, elle n'est pas contraire à la loi fondamentale. J'ai lu un article de la Constitution. L'article 61, dont vous faites allusion, et que tout le monde est en train de dire. Mais il n'y a pas de contradiction. Le droit à la vie est un droit qui appartient à tout le monde, même aux personnes à qui on ôte ce droit-là à la vie. Par les bandits, par les traîtres, par les criminels. Donc, lorsque l'État lève le moratoire sur des cas exceptionnels, c'est justement pour protéger la vie. Et c'est confirmé par cet article 61. L'article en aucun endroit n'abolit la peine de mort. L'article parle du droit à la vie. Et ce droit à la vie, l'État doit le garantir pour tout le monde. Si c'est dans cette logique-là que nous devons aller, alors empêchons à nos enfants de partir pour être militaires. Dieu lui-même est un Dieu de justice. Ce qui me tente, c'est qu'aujourd'hui, nous avons le cardinal qui dit, dans son interview, que les traîtres sont plutôt ici dans la capitale. Ah, dans la capitale, ils sont au pouvoir. Mais s'il en connaît, il faut le dire. Parce que je n'ai pas entendu le cardinal parler de ces traîtres-là qui sont dans l'Est. Vu de celui qui est en train de trahir le Congo à partir de l'Est, il ne va pas voir dans le geste ou dans les propos du cardinal une bénédiction à ce qu'il fait. N'est-ce pas que la loi de Talion a permis à Moïse de bien conduire l'État d'Israël ou le peuple d'Israël? Parce que ce que craint le cardinal ici, c'est que c'est une décision prise par un gouvernement qui expédie les affaires courantes, mais il craint surtout d'éventuels règlements des comptes dans l'exécution de cette décision. Là, c'est un autre débat. Le débat sur la question des dépassements de pouvoir, c'est un autre débat qui n'a rien à voir avec la peine de mort qui est dans la logique de la création des conséquences. C'est ça la justice. C'est-à-dire la conséquence d'un acte d'ôter la vie vous fait ôter la vie. Maintenant, lorsque l'on doit parler des dépassements de pouvoir, ça c'est autre chose. Mais dans ce cas-là, alors, annihilons toutes les lois. Même le code pénal, jetons-le. Parce que, dans cette logique, même le procureur qui, devant le juge, réclamerait pour vous 10 ans de servitude pénale pour avoir volé, peut être en train de faire un dépassement de pouvoir. Et la même justice qui avait été fusillée par le président lui-même. Pourquoi ce dépassement de pouvoir ne peut être épinglé que dans un cas si important, qui concerne la trahison à l'État et qui concerne la question épineuse de la survie de notre pays? Jean-Pierre, mon cher ami, c'est depuis 1997 que nous sommes en train de pleurer nos morts dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et moi, je veux vous permettre que vous me permettez de citer 2 cas. Je vais éviter de citer des noms, mais je parlerai de leurs prénoms parce que j'ai grandi avec un ami qui est militaire. Cet ami militaire m'a envoyé un message le 20 novembre 2022. Dans son message, il me dit ceci. Mon cher frère Thierry, il le dit en lingala, mais je traduis directement en lisant. Nous sommes ici à quelques encablures de Kishiché. L'argent que tu m'as envoyé la fois passée, je n'ai même pas pu le récupérer. Si tu peux donner ça à maman Annie directement au camp pour qu'elle puisse payer le Minerval d'héritier. Nous, ici, je pense que la situation n'est pas bonne. Soit on va replier, soit le pire peut arriver. Parce que le commandement nous renseigne que 2 de nos capitaines et un lieutenant ont passé l'arme vers l'ennemi. Ils ont vendu nos positions. Et qu'il y a de fortes chances que nous soyons obligés de replier. Si nous allons le faire, je ne manquerai pas de te faire signe pour que nous puissions voir comment est-ce que tu peux m'aider à rentrer sur Kinshasa puisque je suis fatigué, je suis malade et j'apprends aussi que maman Annie devrait se faire opérer. En passant, essaye de vérifier tout ça pour moi. C'est un ami, il s'appelle Dieudonné, je ne citerai pas son nom de famille, il est militaire, il est sous-lieutenant dans notre armée et il est parti servir à l'Est. Mon cher ami, 2 jours après, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Il est mort. Et 4 jours après exactement, le 28 novembre 2022,
il y a eu la tuerie qu'il y a eu à Kishiché. J'aimerais que le cardinal et tous ces ONG-là viennent se mettre devant la famille de Dieudonné et lui disent que ces colonels-là et ces 2 lieutenants-là ont droit à la vie et pas mon ami Dieudonné. Que ces gens de Kishiché n'ont pas droit à la vie et pas mon ami Dieudonné. Parce qu'on explique... S'il te plaît, Jean-Pierre, que cette Union européenne vienne expliquer à cette famille que Dieudonné qui a accepté de servir sous le drapeau, de mourir alors que nous, on est ici en paix, que lui doit mourir et non ces 3 traîtres-là. Pour parler du banditisme urbain, j'ai un ami à moi. Il s'appelle M. Misenga. Je ne citerai pas son nom au complet pour que les gens ne comprennent pas. On a grandi avec lui ensemble. Son fils, que j'ai vu naître, il s'appelle Exaucé. Il y a exactement 1 année et demie, il y a eu des troubles dans leur quartier. Ils habitent au quartier Général Maélé, à Upen, bien derrière. Okay. Il y a beaucoup de Koulouna dans ce quartier-là. Lui, c'est un élève. Il était en 5e des humanités. Il a identifié les jeunes qui étaient en train de faire les rapts dans le quartier et de menacer les gens. Lorsque la police est venue, il a cité leurs noms et il les a identifiés. Ces jeunes Koulouna lui ont promis la mort. Mon frère, je te laisse la photo de ce garçon. Que tu puisses envoyer au cardinal et à tous ces ONG. Tu leur dis que la famille de ce garçon l'a perdu seulement parce qu'il a parlé à la police. Ces Koulouna lui ont réglé la vie. Aujourd'hui, ils sont en liberté. Que ces ONG viennent expliquer à mon ami qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore pensé ses plaies. Pourquoi son fils est décédé? Mais la justice n'est pas faite pour se débarrasser de ton concitoyen, mais plutôt, comme le dit Georges Kapiamba, comment faire leur donner l'occasion, il faut donner à Katende. Il faut leur donner l'occasion de fournir leurs moyens de défense. Je n'ai pas fini. Oui. Je n'ai pas fini. J'ai un autre ami qui s'appelle le procureur Kayumba, KNS. Il est procureur ici à la Cour de compte. En 2016, nous avons enterré son grand frère, qui était pasteur. Il revenait d'une veille de prière. Il a rencontré des Koulouna à Kaouka. Ils lui ont demandé de l'argent et son téléphone. Il leur a donné. L'un d'eux a dit, on ne peut pas le laisser partir, il faut Totikene Lembo. Ils lui ont tailladé la tête. Il a fait 1 semaine aux cliniques Bondeko et il est mort. Que M. Katende vienne expliquer à Kayumba que ces jeunes gens-là ont droit à la vie. Le chef de l'État leur a donné une passerelle pour aller se faire une formation. Parce que la raison, c'était quoi? Nous n'avons pas de formation, nous ne savons pas à quoi est-ce qu'on va servir à la société. L'État leur a donné une passerelle. Est-ce qu'ils l'ont saisi? On a affaire à des animaux. Et la conséquence de la justice permet justement d'éviter ce genre de choses. Mais Katende, vous pensez, ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Vous pensez qu'il y a moins de brigands à Dubaï ou en Arabie Saoudite qu'ici? Il y a moins de brigands dans ces pays aux États-Unis où on applique la peine de mort qu'ici? La nature humaine a cette tendance-là. Mais pourquoi est-ce que c'est réprimé dans ces pays-là? C'est parce qu'on voit que ceux qui font ça sont fauchés. La loi de la conséquence. Mais aujourd'hui, la tendance, c'est plutôt à l'abolition, Jean Thierry. Pourquoi ces reculs? Pourquoi? Ce n'est pas des reculs, c'est parce que nous sommes dans des situations exceptionnelles. En Haïti, justement, ces ONG ont crié sur l'un des présidents qui était en train de vouloir mettre sur pied la peine de mort. Mais aujourd'hui, on a affaire à un narco, je ne sais pas si on peut appeler ça narco-pays. Un pays où les narcos, les bandits de rue, qui cette fois-ci sont armés, ont déposé un premier ministre. Aujourd'hui, nous nous amusons avec ces bandits de rue parce qu'ils utilisent des machettes et des gilettes. Mais demain, s'ils se procurent des calaches, s'ils ont des RPG, mais ils vont nous imposer la loi ici. Et qui ne dit pas déjà qu'ils le font dans certains quartiers? Alors, qui veut me parler de recul alors qu'on veut réguler la cité? Quand on parle de la traîtrise, le cardinal voudrait que l'on commence par définir d'abord le concept. Mais il n'y a pas question de définir. Je vous ai parlé le cas de mon ami, je vous ai lu son message. Quelle définition vous voulez? Quelle définition voulez-vous? L'on craint que l'on règle des comptes, qu'on en profite pour régler des comptes à des adversaires. Mais c'est comme ça que je vous dis, dans ce cas, annulons toutes les lois.
Annulons toutes les lois. Si on doit craindre qu'il y ait des dépassements de pouvoir pour toutes les lois, annulons toutes les lois alors. Parce qu'aujourd'hui, on peut même utiliser le code pénal contre Jean-Pierre parce qu'on veut lui régler des comptes politiques. De quoi est-ce qu'on parle? De quoi parlons-nous? On n'est pas dans une logique de vengeance, comme le dit Jean-Claude Katende. Pas du tout. Cette décision du gouvernement est motivée par un esprit de vengeance. Toutes ces personnes qui parlent ainsi, je les compare au gouvernement de Vichy. Ce sont des apôtres du maréchal Pétain, ce sont des traîtres. Parce que vous et moi, tous les Congolais ici savent que nous avons une armée forte. Notée 8e puissance d'Afrique. Mais à chaque fois, pourquoi nous avons des déconvenues et des déconfitures? Mais c'est parce qu'il y a des traîtres parmi nous. Nous ne cessons de le dire. On peut les sanctionner. Ces traîtres sont... Mais comment est-ce que vous allez les découvrir? Il faut les dissuader. Parce que justement, vous ne pouvez pas préjuger sur la traîtrise de quelqu'un. C'est la même chose. Nous tous, nous sommes des présumés voleurs, destructeurs. Mais c'est parce que nous savons que la loi existe. Jean-Pierre, ce n'est pas parce que vous et moi, nous sommes mieux que ceux qui sont en prison aujourd'hui. Peut-être que nous avons commis des forfaits pires que eux. Vous savez que dans mais ce seulement, pays, ou moins que eux, mais seulement, nous avons peur du gendarme. S'il fallait s'en tenir à la clameur publique, on aurait probablement pendu François Béat ou d'autres personnes qui étaient accusées d'atteinte à la sûreté de l'État. Non, ici on ne parle pas d'atteinte à la sûreté de l'État. Jean-Pierre, n'allez pas loin. Je vous ai parlé du SMS de mon ami. Il ne faut pas aller loin. Oui, mais on est il ne dans faut tout pas ça. aller Quand loin. on parle de la traîtrise, trahison. Il ne faut pas aller loin. Non. On est dans ça. Les trahisons avec pour une les faits de guerre. Avec une justice aussi malade, comment voulez-vous que cette décision ne vienne pas aggraver nos problèmes de justice? Alors, tuons cette justice. La justice est malade. Nous tous, nous avons des maladies dans ce pays, de propreté. Nous ne gérons pas bien nos avenues. Nous ne gérons pas bien nos immondices. Est-ce que ça signifie qu'on doit se jeter, nous tous, ou nous devons arranger? Quand le chef de l'État le dit... Il faut commencer par restaurer la justice. Non, mais attends, donc on va fermer les cours des tribunaux. On va fermer les cours des tribunaux, jeter toutes les lois que nous avons, les codes de la famille et consorts, pour que d'abord on arrange la justice. Une nation est une progression. C'est-à-dire que nous constatons un mal, nous avançons en travaillant pour l'éradication de ce mal. Sinon, alors arrêtons tout. Non, Jean-Pierre, je ne suis pas d'accord avec ça. Nous devons appliquer la loi et nous devons créer la conséquence. Nous devons créer la dissuasion pour que demain, si quelqu'un veut trahir comme celui qui a trahi mon ami et ses compagnons de lutte, réfléchisse à deux fois. Je vous ai donné l'exemple de François Béat, l'exemple de Bifort, Biselele et d'autres accusés. Mais justement, la garantie, pour des faits aussi graves. La garantie, c'est être sûr du processus de jugement. Et au moins, eux avaient de la chance parce qu'ils sont de la mouvance présidentielle. Non, ça n'a rien à voir avec la mouvance. Dire, ça a à voir avec... Non, ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec la justice qui a constaté de ceux qui sont aux États-Unis aujourd'hui, étaient sur le couloir de la mort et en ont été extirpés. Parce que la justice a mieux regardé leur dossier. Parce que dans le cas de François, le porte-parole du président passa à la télévision en son temps pour dire qu'ils étaient en possession d'indices sérieux de culpabilité. Oui, vous avez bien parlé d'indices et non de preuves. Des indices. Ça peut exister. Mais cela ne signifie pas que vous serez condamné parce qu'il n'y a que le juge qui peut le faire. Il faudrait éviter qu'on tombe dans des erreurs. Mais dans ce cas, Jean-Pierre, il faut même que l'Église catholique jette le droit canonique. Parce que ceux qui, justement, l'appliquent dans l'Église, pour le cas de notre diocèse ou archidiocèse, ce sont des Congolais. Jetons-le aussi. Parce qu'ils peuvent aussi utiliser cela contre des prêtres pour leur régler des comptes. Jetons toutes les lois. C'est quelle manière de voir les choses, ça? Moi, je me mets à la place de cet enfant-là, à l'Est, à cause de la traîtrise d'un homme d'armée, d'un responsable de service de renseignement, qui a trahi la nation, qui permet à ces terroristes d'entrer dans nos villes, de violer, de tuer. Vous savez, l'erreur que l'on commet souvent, c'est de croire que ça n'arrive qu'aux autres. C'est ça l'erreur. De ne croire que ça n'arrive qu'aux autres. La conséquence est une arme de la justice. Et la création de la justice, c'est pour créer un cycle de conséquences, pour dissuader les gens. Lorsque, par exemple, dans des cas où il y a des vols à main armée, ou récemment, lorsque nous avons vu les kidnappings ici à Kinshasa, lorsque l'on fait des procès publics,
c'est pour que cela soit aussi une manière dissuasive pour décourager seuls et ceux qui voudraient se lancer dans ça. Donc la peine de mort n'est pas une question systématique, c'est à des cas exceptionnels qui ont été bien expliqués dans la note. Il ne s'agit pas d'une astuce trouvée pour effrayer des opposants. Pas du tout. Parce que déjà, vous les accusez, vous accusez quiconque est contre cette décision des complicités avec l'ennemi. Qu'est-ce que... Mais oui, parce qu'on ne peut pas comprendre. On est dans un pays démocratique, avec la diversité d'opinions, c'est normal que des gens s'expriment face à une question aussi Oui, mais sérieuse. Jean-Pierre, c'est comme aujourd'hui. Il y aurait des gens qui vont penser que normalement, nous pouvons laisser le Rwanda faire n'importe quoi dans notre pays à l'Est. Et ça, personne ne l'a dit. Il y a des questions unanimes sur lesquelles on ne doit pas avoir de débat. Depuis 1997, nous avons perdu combien de Congolais? À cause du Rwanda, on le sait, mais aussi et surtout à cause des traîtres. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait contre eux? Condamnation à la peine de perpétuité, condamnation aux servitudes pénales, condamnation à tout ce qu'il y a comme artefact de condamnation. Est-ce que ça les a découragés? Eh bien, il faut aller à la manière forte. Est-ce que c'est pas il faut aller à la réciprocité de Tshisekedi père et fils, parce que le père, les pendus de la Pentecôte, c'est resté dans l'histoire. Quelqu'un racontait sur ce plateau qu'il est resté avec de regrets jusqu'à sa mort. Il n'aurait pas souhaité être impliqué dans ce qui s'était passé. Aujourd'hui, c'est le fils qui ramène la peine de mort. Vous savez pourquoi la plupart des hommes politiques disparaissent dans ce pays? C'est parce qu'ils ne savent pas lire la position de l'opinion. Jean-Pierre, toute l'opinion nationale est dégoûtée de toutes ces personnes qui trahissent. Toute la population. Et toute la population est dégoûtée de ces bandits qui tuent les gens dans la rue au nom de ce banditisme urbain. Comme le cas de mon ami, pour lequel je vous laisserai la photo pour que vous puissiez transmettre à toutes ces ONG. La population est dans cette position-là. Et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Il faut la suivre. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Oui, on espère en tout cas que justice sera faite, que nous n'aurons pas à regretter après avoir fusillé certains d'entre nous. Certains d'entre nous qui seraient des traîtres, on ne va pas les regretter. Oui, tout dépend parce que le cardinal, je voudrais bien comprendre. Mais attendez, que l'on soit Jean-Pierre, que l'on soit cardinal, que l'on soit abbé, que l'on soit patron d'une ONG, vous n'avez pas un testeur pour que vous soyez le meilleur observateur de la société. Pas du tout. Et moi, je vous dis, qu'il vienne expliquer à la famille de mon ami que l'État congolais aujourd'hui prend en charge qui a été tué parce qu'il a été trahi. Il y a l'application de la peine de mort. Et demain, ce traître viendrait, il va communier normalement. Mais ça ne signifie pas qu'aux USA, les fusillades. Mais je vous ai demandé, notamment en Californie, où la peine de mort est toujours appliquée. Vous êtes un grand journaliste. Faites la balance et observez le taux de criminalité là où il y a la peine de mort et là où il n'y en a pas. Observez. Aujourd'hui, la tendance, c'est qu'on a autour de 150 pays qui ont totalement aboli l'application de la peine de mort. Observez. Si aujourd'hui nous sommes... Et dans les États où il y en a allez encore, voir la comparaison. Aujourd'hui, vous allez... dictatoriaux. Jean-Pierre, aujourd'hui, vous allez en Belgique, en France, dans des coins de rue, on peut vous truander. On truande même les grands-mères. Mais vous allez à Dubaï, vous allez en Arabie Saoudite, vous allez au Qatar, à Doha, ça n'existe pas. Mais quelle réputation démocratique ont ces pays, que ce soit le Qatar, l'Arabie Saoudite et tout ce qui va avec? La démocratie est liée aux droits de l'homme. Mais il faut savoir de quel homme et de quel droit dont on parle. C'est ça la vraie question. Alors du coup, vous aurez sur votre chemin Amnesty International, toutes les ONG de droits de l'hommiste, l'Union européenne qui a exprimé lorsque le fils de mon ami ici est décédé, c'est moi qui l'ai enterré avec mon ami, c'est pas l'Amnesty International. Vous savez, c'est facile depuis un bureau européen de pondre des rapports et des points de vue. C'est bien. Mais nous ici, on vit cette réalité. C'est bien, depuis ton plateau ici, nous sommes dans un beau bureau climatisé, nous sommes contents de parler, mais qu'ils aillent poser la question à ceux qui sont morts à Kichiché. Rien n'est prouve non plus qu'en appliquant la peine de mort, on aura complètement réglé tous nos problèmes. Mais attendez. Rien ne les prouve. Mais attendez, lorsque l'on crée le code pénal, ça ne signifie pas qu'on va éradiquer tous les voyous, mais on régule la société. Qu'est-ce qui vous dit que lorsque Fleming trouve l'ampicilline, c'est pour qu'il éradique tous les microbes? Lorsque Pasteur découvre que le milieu ambiant est rempli de microbes, qu'il éradique tous les microbes. Ce n'est pas dit cela.
Mais on avance comme ça dans la société. On la réglemente en avançant par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on observe. Il n'est plus question qu'on puisse adapter nos populations, nos réalités, nos sociétés en fonction de ce que dicte l'Occident. Puisque nous vivons dans deux mondes différents. Nous vivons dans deux mondes différents. Je vais essayer de lire un tweet de Martin Fayoulou. Il dit « La levée du moratoire sur la peine de mort en RDC par un régime qui bafoue la Constitution et les lois ainsi que les libertés et droits humains n'est pas étonnante. Dans un climat d'injustice généralisée, cette décision menace les résistants, opposants politiques en les exposant à des règlements des comptes, utilisant le concept flou de traître. La volonté affirmée du régime de consolider sa dictature est désormais claire. » Ça, c'est Martin Fayoulou. Je comprends pourquoi mon aîné a échoué aux élections. Il est totalement déconnecté de la réalité. Dans son tweet, aucun mot pour les populations de l'Est. Aucun mot pour les traîtres qui vendent la République à l'ennemi, au Rwanda. Aucun mot. Mais pourquoi est-ce qu'il va se sentir lésé? Pourquoi est-ce qu'un opposant, parce qu'on a levé la peine de mort, doit se sentir en danger? C'est qu'en réalité, on se connaît on se connaît dans le pays là. Non, Jean-Pierre. En Afrique de l'Ouest. Vous devez savoir que si vous posez la question à un psychologue, il vous dira que la plupart des fois, les humains ressortent ce qu'il y a dans leur subconscient. C'est qu'au fond d'eux, ce sont des traîtres. Ils se sentent en danger. Comment se fait-il que nous sommes ici, à 5 dans ce studio, vous, moi et les techniciens de la chaîne Politico. Oui. Quelqu'un entre ici, il dit, je suis venu arrêter les voleurs. Et moi, je me mets à dire, non, ici, il n'y a pas de voleurs. Si vous faites ça, c'est que vous êtes en train de vous acharner sur nous. Par expérience, on anticipe parce que si nous savons tous 5 qu'il n'y a pas de voleurs, nous allons rester calmes. Puisque nous sommes conscients qu'il n'y a pas de voleurs entre nous. Voilà. Oui, et l'opposition a peur, justement. Mais de quelle opposition il s'agit? Une opposition que moi, je traite aujourd'hui d'être proche du régime de Vichy, qui a pactisé avec Hitler. Est-ce qu'on peut écouter le cardinal? C'est important parce que son point de vue compte également. Le cardinal est convaincu qu'il y a risque de règlement des comptes, mais il pense que s'il faut, il faut commencer par redéfinir le concept traîtrise. Mais les traîtres pour le cardinal, ils sont là-bas, au gouvernement. On suit le cardinal Fridolin Ambongo. On revient sur le plateau pour continuer l'émission. On espère que vous passez du bon temps de télé. C'est un pas en arrière. Je ne trouve pas qu'un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Premièrement, la notion de traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie. Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. Dès lors qu'ils ne servent pas l'intérêt du peuple, mais c'est eux qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres. Parce qu'ils n'assument pas le rôle pour lequel ils ont reçu des charges, c'est-à-dire service à la population. Je ne souhaiterais pas qu'on profite d'une notion floue de traître pour des règlements des comptes sur le plan politique. Oui, le cardinal qui parle d'une notion au contour flou. Les traîtres sont ceux qui sont au pouvoir parce qu'ils ne s'occupent pas de la nation. Mais je suis attristé par cette vidéo. Parce qu'une telle tribune, de la bouche du cardinal, on aurait dû entendre une condamnation d'abord envers les traîtres. Parce que lorsqu'ici on parle de traîtres, il n'y a pas d'amalgame. Là, il a une question claire qui lui est posée sur l'abolition et sur l'exécution de la peine de mort. Au-delà de la définition, nous savons qui est-ce qu'on appelle traître ici, Jean-Pierre. Nous savons. Je viens de vous parler du SMS de mon ami. Vous n'avez pas besoin d'un dessin pour ça. On n'entend pas le cardinal. On n'entend pas le cardinal. On n'entend pas le cardinal condamné. Comme on trouve le numéro d'un responsable sportif rwandais dans le téléphone de Salomon Escadella, c'est de la traîtrise, c'est ça. Mon cher ami... C'est là qu'on dit qu'il faut bien redéfinir le concept. Mon cher ami, on n'a pas besoin. Je viens de vous expliquer ici. Les 3 officiers, un officier et un sous-officier, et 2 sous-officiers ont trahi
ont traversé, comme on a l'habitude de dire. 4 jours après qu'Ichichi est tombé, on a tué nos compatriotes. Mon ami fait partie, un militaire. Je vous ai donné son message qu'il m'a envoyé. Ça, on a compris. Mais bon, maintenant, moi, écoutez, vous avez besoin de quoi, Jean-Pierre? Vous avez besoin qu'on vous explique quoi? Quel contexte? Généralisons. Alors, quand quelqu'un a volé, détourné les fonds publics, parce que c'est ça l'infraction qui est commise ici quotidiennement, remontons ça jusqu'à ceux qui détournent les deniers publics. Mais alors, ce débat, c'est devenu comme lorsqu'on crée un code pénal, on commence à dire, alors c'est que ce code pénal est aussi créé pour les petits-enfants qui volent les haricots dans les marmites de maman. Alors ce code pénal, c'est aussi pour tous les jeunes qui piquent un peu dans les portefeuilles de leur papa dans la chambre avant d'aller à l'école. Alors ce code pénal, s'il vous plaît, ce code pénal, qui approcherait par exemple la solde des militaires, le salaire des fonctionnaires, qui détournent l'argent d'un projet. Qu'on est intellectuel et qu'on a un certain niveau de responsabilité, on ne fait pas de tels raccourcis. On ne dit pas que le code pénal, c'est aussi pour ce petit garçon qui vole des haricots dans la marmite de sa mère ou cet ami qui, à l'école, pique le stylo de son ami. C'est bien compris. On sait de qui on parle. Il ne faut pas emmener de l'amalgame. Et ça, c'est des propos qui vont dans le sens d'appuyer ces traîtres. Et tous ceux qui vont le faire, à nos yeux, sont des collabos, sont des traîtres. Ce sont des apôtres du maréchal Pétain. Mais oui, tous ceux qui sont contre... parce qu'ils appuient les traîtres. Et on les connaît, les traîtres. On sait comment les définir. Mais dans ces cas, que fait-on de cette démocratie qui permet ce pluralisme d'opinion, cette liberté de penser? Bien sûr, donc la démocratie permet aussi qu'on tue l'enfant de mon ami. Par des gangs qui ont décidé de l'éliminer parce qu'il a cité leur nom à la police. C'est ça la démocratie qu'on veut? Alors là, mieux vaut aller vivre dans une république bananière. Ok, donc n'importe quel gang qui aura ravi un téléphone au coin, on va l'exécuter. Les cas exceptionnels sont bien dits. Vous utilisez des armes avec projet de donner la mort, on vous ravit la vie, comme vous avez ravi la vie aussi. Vous êtes militaire, officier de renseignement, vous êtes maire d'une ville, vous êtes un citoyen, vous collaborez avec l'ennemi pour que les partis de votre pays aillent chez l'ennemi et que l'ennemi vient, il viole, il tue. Il exécute sommairement. On vous igouille. C'est pas de la blague. Pas de la blague. C'est pas de la blague. Bien. On attend les premières exécutions. Les premières sentences, ce sera quand? Ce sera qui? Comment cela va-t-il se passer? On est impatient. Mais en attendant, il y a d'autres actus. Jean-Thierry, voulez-vous bien qu'on évoque d'abord le cas de notre confrère, Stanis Boujakera. Évidemment, vous n'êtes plus de la presse, mais vous avez été pendant un temps. Et Stanis, c'est un ami. Stanis, justement, qui a écopé de 6 mois de prison. Heureusement, lui, il ne sera pas la cobaye de la levée du moratoire. 6 mois de prison contre 20 ans requis par le parquet. D'autres organisations professionnelles estiment que cette décision est politiquement motivée et que Stani mérite d'être entièrement acquitté des griefs lui reprochés. Je pense, Jean-Pierre, qu'on a une mauvaise façon de voir les choses dans notre pays et la démocratie, nous la retournons un peu trop pour en faire une bouillabaisse. Devant la loi, nous sommes tous égaux. Que l'on soit politicien, que l'on soit homme de médias, que l'on soit infirmier, médecin, nous sommes égaux devant la loi. Donc, il faut enlever de la tête que lorsque une personne est interpellée par la loi, la motivation ne peut être que politique. Parce que ce n'est pas que lorsqu'on est journaliste, lorsqu'on est politique, que l'on est des saints. Il y a aussi des gens qui commettent des infractions dans ces corps de métier. Je n'ai pas dit que c'est le cas de Stanis, mais la justice l'a condamné sur base des éléments produits par le procureur devant les juges. Et l'intime conviction des juges a poussé à ce qu'il y ait cette condamnation. J'inviterai à ce que les avocats de Stanis puissent... Ce sera fait. Ils vont en appel. Qu'ils aillent en appel. Même si le président disait que Stanis était peut-être victime de cette justice malade, infectée. Oui, le président l'a dit. Mais je conseillerais aux avocats de Stanis de pouvoir aller en appel pour solliciter en réduction, mais ça peut aussi aller au-delà. C'est ça aussi le double tranchant
d'aller en appel. Et si tout va Donc, bien, Stanis devrait quitter la prison aujourd'hui ou demain. En ce qui me concerne, oui. en ce qui me concerne, je Ouais. pense personnellement que c'était une épreuve assez douloureuse pour notre frère Ouais. et qu'il a besoin de soutien moral de nous tous. Nous ne sommes pas là pour le pointer du doigt, mais nous sommes là pour le soutenir. Ouais. Parce que ce n'est pas une épreuve facile. Il a manqué à sa famille et je pense qu'il ne faudrait pas politiser tout ce qui se passe. Il ne faudrait pas politiser tout ce qui se passe. Bien. Parce qu'on sait ce que Stanis est arrêté et condamné pour un article qu'il n'a pas rédigé. L'on dit, enfin, il est finalement condamné pour propagation des faux bruits et tout ce qui va avec. Et si tout va bien, il devrait quitter le quartier pénitentiaire aujourd'hui ou demain parce qu'il a déjà purgé, il a déjà passé plus de 6 mois. Mais l'autre cas, ici, c'est aussi la RDC qui zappe la journée de la francophonie, c'est demain, le 20. Chez nous, on dit, on n'a pas la tête à la fête. On ne va pas fêter parce que l'omerta de la communauté internationale, le silence qui pèse sur nos morts, la situation que nous traversons ne nous permet pas de fêter. Votre avis, parce que j'ai d'autres questions qui pourront peut-être vous pousser à dire surtout le le contraire. silence de la francophonie. Parce qu'attendez, la francophonie ne cesse pas de pondre des communiqués en ce qui concerne les morts en Haïti. La francophonie n'hésite pas de pondre des communiqués en ce qui concerne Madagascar, lorsqu'il y a des échauffourées dans les rues lors des élections. La francophonie n'hésite pas de condamner un coup d'État qui se passerait au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Mais lorsqu'il s'agit des morts en République démocratique du Congo, c'est le silence plat. Jusqu'à quand nous allons continuer à avoir cette posture d'hypocrisie? Ça, c'est d'une part. D'autre part, nous ne pouvons pas continuer, alors que nos compatriotes de l'Est souffrent, continuer à accepter que nous puissions afficher ici à Kinshasa des attitudes qui ne démontrent pas que nous sommes en unité avec nos frères. Les attitudes de fête. Bien entendu. On va pourtant fêter le cinquantenaire du combat du siècle, Ali Fariman. À mon humble avis, tout ça doit être annulé. À mon humble Tout avis. est fait pour une grosse fête. À mon humble avis, ça n'a pas lieu d'être. Si c'est organisé par des ONG ou des fan clubs d'Ali ou de Foreman, libres à ces structures, mais si c'est par le gouvernement, c'est pas une bonne idée. C'est évidemment pas le gouvernement. Ce n'est pas une bonne idée et je ne suis pas d'accord avec ça. C'est mon point de vue. Ça n'a peut-être pas d'imposition sur ce fait, mais ce n'est pas normal que l'on puisse agir ainsi. Il faudrait, comme j'ai apprécié la décision du gouvernement en ce qui concerne la commémoration ou la journée sur les droits des femmes, le 8 mars, Ouais. faire des méditations, afficher des habits qui témoignent de notre deuil. Ça, c'était un message extraordinaire pour lequel j'ai applaudi notre gouvernement. C'est visionnaire, c'est solidaire à nos frères et sœurs de l'Est. On zappe la francophonie, mais on dépense plusieurs millions de dollars pour organiser des jeux ici. Là non plus. Non, mon cher ami, je ne peux pas applaudir pour ce genre de cas. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est mon point de vue. Bien, votre point de vue. Il y a un opposant en difficulté en ce moment. D'abord, Chérubin, qu'on va enterrer demain, on va parler de lui, mais il y a d'abord le président de son parti politique, Moïse Katumbi, qui est bloqué à l'aéroport de la Loano. Non, il n'est pas aux arrêts. Mais simplement, il ne sait pas s'envoler parce que il n'a toujours pas reçu l'autorisation de survol de son jet. Je pense que cette question doit être posée à l'aviation civile. Peut-être que les jets de notre frère Moïse se retrouvent dans des situations techniques compromettantes. Ça, on ne l'a pas dit. Mais attendez, à qui est-ce qu'est adressé ce genre de conclusion? La C'est au demande a été propriétaire de l'avion. La demande a été envoyée. La demande a été envoyée depuis vendredi. Oui. Aucune suite jusque-là. Mais bien sûr, libre à l'autorité de l'aviation civile de répondre. Il va communiquer quand même. Les délais sont connus. Communiquer à qui? Quelle est la loi qui oblige à l'aviation civile de nous donner à nous le communiqué? Il faut poser la question au propriétaire de l'avion, s'il n'a pas eu de réponse. Oui, justement, il dit qu'il n'a pas eu de retour. Mais attendez, il faut attendre. Il faut attendre. Les obsèques, c'est demain, mercredi. Entre-temps, il y a des vols réguliers chaque jour entre Lubumbashi et Kinshasa. Pourquoi vous voulez qu'il prenne un régulier pendant qu'il a son jet privé?
Nous autres qui prenons ça sommes des corbeaux. Vous n'êtes pas Moïse. Nous sommes moins humains. Ah, ok. Désolé, je ne savais pas qu'être Moïse, c'est être surhumain. Enfin, c'est pas une insulte, mais si vous avez votre jet, baladez-vous avec. Il a son jet. Pourquoi vous l'en empêchez? Il y a une autorité. Il y a une autorité. Mon cousin, dernièrement, il a une baleinière ici, fait en bonne et due forme. Mais l'autorité de la RVF a décidé que son pavillon ne puisse pas prendre la route vers chez nous, au Maïndombe. Alors, il faut motiver. J'ai questionné à la RVF, ils sont en train de faire leurs enquêtes, ils sont en train de faire leurs analyses. C'est pas à moi de décider que, comme j'ai demandé vendredi, il faut que vous me répondiez avant mercredi. Mais attendez, vous parlez à une administration ou vous parlez au service qui gère les vaccins de vos gibiers dans votre ferme? C'est quoi ça? Là encore, c'est une... il y a une volonté politique affichée de ne pas laisser... Mais voilà. Katumbi, mais qu'est-ce qui nous dit pas qu'à chaque fois, on dépose cette demande d'autorisation de survol tardivement pour ensuite se victimiser? Qu'est-ce qui nous dit pas ça? Vous ne voyez pas que ça en est de trop quand même avec Katumbi? Oui, c'est plainte tout le temps. Mon cher frère. Autour de ses déplacements. Motivé par quoi? Parce qu'attendez, il faut toujours voir à qui profite le crime. Vous êtes le seul à le savoir. En quoi? Non, analysons en tant qu'intellectuel. Ouais. Si, aujourd'hui, il se fait que le refus de survol pour l'avion de M. Katumbi est en train d'être présenté comme une torsion à sa liberté, ça nuit au pouvoir, oui ou non? Alors pourquoi on accepterait à ce que le pouvoir puisse être présenté comme un bourreau? Mais par contre, lui qui est un opposant, aujourd'hui déjà, vous et moi, nous parlons de lui ici, alors qu'on pouvait ne pas parler de lui. Donc, il trouve un intérêt lorsque on lui refuse l'autorisation de survol. Donc, c'est à lui que profite le crime. Donc, ça peut être aussi organisé par lui, fait expressement. Je sais que je voyage mercredi. Comme généralement, les demandes de survol peuvent prendre 10 jours, je demande 3 jours avant pour coincer les services et me victimiser. Ça peut être aussi une analyse. Pourquoi on ne peut pas lui couper l'herbe sous les pieds? On a vu récemment Mazembe être obligé de prendre des avions de ligne pour se rendre en Afrique du Sud. Les services de l'État, c'est une administration. Ils ne répondent pas à des tendances politiques. Il n'y a pas une volonté de coincer quelqu'un, un adversaire politique, mais l'aviation civile n'est pas un parti politique. C'est une administration publique. Donc, ils ne sont pas là en train de réfléchir à comment coincer quelqu'un, comment faire cela. Je ne vois pas pourquoi ils le feraient. Alors, s'il n'y a pas d'autre alternative, Katumbi sera le grand absent demain aux obsèques des chérubins. Bien sûr, je viens de le dire. Nous autres qui prenons le régulier des 2 compagnies qui desservent sur le Lubumbashi, nous sommes des moineaux, nous sommes des corbeaux. Lui qui est humain ne peut voyager que dans son jet. Voilà. Eh bien, s'il en a l'occasion. Il n'y a pas de problème. Alors, chérubin, on va dire que son âme repose en paix, où il faut que justice soit faite. Beaucoup de tristesse. Je me dis que les genres de situations où on assiste à la mort d'un être cher sont des moments extrêmement troublants. Et généralement, on n'a jamais l'impression que la justice est rendue comme il faut dans ce genre de cas parce que l'émotion est plus forte que la raison. Je remercie les autorités d'avoir mis à disposition de la famille de notre regretté frère tous les éléments qui ont constitué l'enquête. Ça va permettre à ce qu'ils puissent lire ce qui a été fait et au besoin... On a remis à la famille les procès-verbaux? Oui, et au besoin... demander à ce qu'il y ait peut-être des approfondissements ou des éclaircissements dans tel ou tel autre sens. Mais seulement, je me dis que c'est d'abord un deuil qui a pris beaucoup de temps, nous sommes africains, et le faire maintenant, c'est encore plus douloureux parce que c'est une confrontation qui engendre une peine extraordinaire. Il n'y aura pas de tension demain je ne peux que souhaiter ou présenter mes condoléances à la famille. Et à sa famille politique également, le parti Ensemble, et aussi à ses camarades du gouvernement qui l'ont côtoyé, à ses amis députés, et à nous autres qui l'ont côtoyé et qui l'ont côtoyé à un moment de sa vie, et aussi à sa communauté provinciale. Merci beaucoup d'être venu. C'est à moi de vous remercier. Merci au public d'avoir pris le temps de suivre cette émission, l'unique tournée aujourd'hui. On sait que vous aurez passé vous avez passé un excellent moment de télé. Continuez à vous abonner sur notre chaîne. Demain, on aura un mois, jour pour jour, depuis que nous avons lancé
la nouvelle chaîne. Vous êtes autour de 14 200 à nous suivre. C'est incroyable. Continuez à nous faire confiance.